Aux États-Unis, le nom de William James Bosquet Jr. fait encore trembler ceux qui ont entendu parler de ce criminel dans les années 70. Car cet homme, âgé aujourd'hui de 60 ans, a semé la terreur dans les différents endroits qu'il a fréquentés durant son adolescence et même plus tard. Son premier meurtre, il l'a commis le 19 mars 1978 alors qu'il n'était âgé que de 15 ans. Mais il faut dire que les conditions désastreuses dans lesquelles a grandi Bosquet et sa vie de famille instable l'ont fortement marqué dès l'enfance. Né d'un père lui-même meurtrier, agressé par son grand-père et vivant avec une mère qui a eu plusieurs partenaires, le petit Willy fréquente les centres de protection dès son plus jeune âge et multiplie les évasions, y compris lorsqu'il est emmené dans les maisons de correction et les centres de détention. Ces séjours le durcissent de plus en plus et font de lui une personne violente. Il enchaîne alors les meurtres et les agressions à l'encontre des personnes qu'il croise sur la route et se voit infliger de nombreuses peines. Étant donné qu'il a commis plusieurs crimes alors qu'il était encore mineur, l'État de New York est allé même jusqu'à changer la loi de jugement envers les mineurs à cause de lui, de sorte que les mineurs soient jugés comme des adultes, et ce, dès l'âge de 13 ans. De nos jours, William James Bosquet Jr. se trouve incarcéré à l'établissement correctionnel de Wend. Un jour de novembre 1998, le nom de Joshua Phillips, un adolescent de 14 ans, revenait sans cesse sur les lèvres des habitants de Jacksonville, dans l'État de Floride. Et pour cause, ce jeune garçon sans histoire est devenu du jour au lendemain un meurtrier. Son crime, l'assassinat de Maddie Clifton, une petite fille âgée de 8 ans qui était portée disparue depuis le 3 novembre 1998 et qui a fini par être retrouvée une semaine plus tard par la mère de Joshua même. Que s'est-il passé alors pour que cet adolescent, qui n'avait pas d'antécédents de violence, devienne tout à coup un criminel? Eh bien, tout a commencé par une petite partie de jeu entre lui et Maddie, qui n'était autre que sa voisine. Après l'avoir frappé accidentellement à la tête avec une batte de baseball, Joshua, en proie à la panique, l'a alors emmené à la maison. Mais à la panique qu'il ressentait s'ajoutait la peur de son père et la crainte que ce dernier découvre la petite fille chez lui. Maddie criait et pleurait toujours. Il ne lui restait donc qu'une solution, tuer la petite fille et cacher son corps sous son lit à eau. C'est là que sa mère a fait l'horrible découverte. Après que la petite fille portée disparue ait été retrouvée, Joshua a été arrêté à l'école par la police. Jugé pour meurtre au premier degré, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Edmund Kemper est un tueur en série qui a commis ses premiers meurtres alors qu'il n'était âgé que de 15 ans. L'adolescent difficile qu'il était aurait découvert sa soif de tuer à un jeune âge, et ses pulsions meurtrières l'ont poussé d'abord à tuer ses grands-parents. Ce double meurtre n'est que le premier d'une longue série de crimes que ce garçon, qui aurait souffert d'une schizophrénie paranoïde, commettra plus tard dans la ville de Santa Cruz en Californie. En effet, Edmund se spécialisera dans le meurtre de jeunes autostoppeuses. En tout, ce sont 6 jeunes femmes qui seront tuées par Big Ed, comme on le surnomme en raison de sa grande taille. Il sèmera la terreur à cette époque des années 70 avec 2 autres tueurs en série qui rôdaient dans la région, à tel point que la ville de Santa Cruz deviendra connue comme la capitale mondiale du meurtre. Edmund Kemper sera arrêté après l'assassinat de plusieurs personnes, dont sa propre mère, et condamné à la prison à vie. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, laquelle de ces écrivaines s'est fait connaître pour ses romans policiers? Réponse A, Agatha Christie. Réponse B, Barbara Cartland, ou enfin réponse C, Danielle Steele. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Nous sommes le lundi 27 février 1995. Valérie Freeman, une dame qui vit dans la banlieue de Salisbury Township, à environ 90 km de Philadelphie, appelle la police après avoir fait une découverte effroyable dans la maison de son frère, Dennis Freeman, qui habite non loin de chez elle. Lui, sa femme Brenda et leur fils de 11 ans sont retrouvés morts, visiblement tués. La police accourt sur les lieux du drame. Il n'y a pas de doute, les 3 personnes ont été abattues par au moins 2 individus. Très vite, 2 personnes sont désignées comme les principaux suspects. Il s'agit de David et Brian Freeman, les 2 fils aînés des Freeman, âgés à l'époque de 16 et 17 ans. Ces derniers restent introuvables. D'ailleurs, la voiture de Brenda a disparu, ce qui laisse supposer que les 2 frères ont pris la fuite après avoir commis leur crime. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Les enquêteurs s'interrogent sur les éventuelles raisons qui ont conduit Brian et David Freeman à commettre l'irréparable et finissent par apprendre que les 2 aînés qui avaient été élevés par leurs parents comme de fervents chrétiens prônaient l'idéologie du néonazisme, devenant alors d'une grande violence. La police réussit à retrouver la trace des 2 frères et découvre qu'un cousin à eux, néo-nazi lui aussi, est également impliqué dans ce crime. Tous les 3 sont alors condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Brenda Spencer est le nom de la tristement célèbre jeune fille de 16 ans qui a été l'auteur d'une fusillade dans une école primaire de San Diego, en Californie. Cela s'est passé un lundi matin, le 29 janvier 1979 à 8h30 du matin.
Les écoliers s'apprêtaient à rentrer à l'école et à démarrer leur cours quand tout à coup, ils ont été surpris par des tirs de fusil. Brenda, qui habitait en face de l'école, tirait sur eux par la fenêtre avec un fusil de calibre 22 que son père lui avait offert à Noël. Bilan de cette tragédie, 2 morts, dont le directeur de l'école, et 9 personnes blessées dont 8 enfants. Après la fusillade, Brenda s'est repliée dans sa maison pendant plusieurs heures. Cependant, elle a répondu aux questions d'un journaliste qui a appelé chez elle. Lorsque ce dernier lui a demandé pourquoi elle a fait cela, elle a répondu qu'elle n'aimait tout simplement pas les lundis. Mais ce n'était pas une raison suffisante car il se trouve aussi que Brenda souffrait de bien d'autres maux et troubles psychiques. Quoi qu'il en soit, après son arrestation et le procès qui s'en est suivi, la jeune criminelle a été condamnée à la prison à vie avec une peine incompressible de 25 ans. Aujourd'hui, Brenda Spencer a 61 ans et elle pourrait rester en prison pour toujours. Plusieurs années ont passé depuis ce crime qu'elle a commis, néanmoins on retiendra d'elle une seule phrase. « Je n'aime pas les lundis ». Cette phrase, devenue célèbre, a même inspiré le titre d'une chanson du groupe de rock irlandais Boomtown Rats. Elle s'appelle Mary Bell. Elle est née en 1957 en Grande-Bretagne et c'est l'une des plus jeunes criminelles de ce monde. Ces crimes, elle les a commis à l'âge de 10 ans à l'encontre de 2 petits garçons. Cela s'est passé en 1968. Après son arrestation, elle a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité psychopathique. En effet, la petite fille, qui avait souffert d'une enfance difficile et d'une relation complexe avec sa mère, était sujette à des sautes d'humeur imprévisibles et avait un comportement perturbé et violent, ce qui explique son passage à l'acte. Après son procès qui a duré 9 jours, Mary Bell a toutefois été reconnue coupable d'homicide involontaire avec responsabilité atténuée et condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée par le tribunal de Newcastle. Libérée en 1980 à l'âge de 23 ans, elle a vécu depuis avec plusieurs pseudonymes. Elle a même pu bénéficier de l'anonymat à vie pour elle, pour sa fille et pour sa petite-fille. Bon nombre de jeunes filles se voient interdire de fréquenter un jeune homme par leur famille, pour une raison ou pour une autre. Cela peut donner lieu alors à des réactions violentes de la part de ces jeunes filles, comme des disputes avec leurs parents ou des fugues. Mais très peu d'entre elles penseraient à des choses plus graves, comme éliminer les membres de leur famille. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé en 2008, lorsque Erin Caffey, une adolescente de 16 ans, a décidé de faire assassiner ses parents et ses 2 frères après qu'on l'ait empêché de revoir son petit ami dont elle était très amoureuse. Pour se venger, Erin a donc persuadé son petit ami et un de ses amis de commettre l'irréparable. Seul Terry, le père d'Erin, a échappé à la mort de justesse et a réussi à s'échapper de la maison malgré les balles qu'il avait reçues. Évidemment, la police n'a pas tardé à arrêter les 2 assassins, Erin ainsi qu'une amie avec laquelle elle se trouvait la nuit du drame. Charlie Wilkinson, le petit ami de la jeune fille, et son ami ont ensuite été condamnés à la prison à vie, échappant à la peine de mort à la demande du père d'Erin. Erin, quant à elle, a été condamnée à 40 ans de prison. Shirley Wolf et Cindy Collier étaient 2 adolescentes que rien ne liait et pourtant, toutes 2 ont commis un crime ensemble, un jour seulement après avoir fait connaissance. Cela s'est passé à Auburn, en Californie, le 14 juin 1983. Les 2 adolescentes étaient alors âgées de 14 et de 15 ans quand elles ont tué une vieille dame innocente de 85 ans chez elles. Mais comment en sont-elles arrivées à commettre l'irréparable? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir aux conditions dans lesquelles Shirley et Cindy s'étaient rencontrées. Shirley se trouvait en effet dans un foyer pour jeunes lorsqu'elle a fait connaissance de Cindy qui serait venue rendre visite à une amie. Le courant est alors immédiatement passé entre les 2 jeunes filles en raison de leurs nombreux points communs. Car à vrai dire, leurs vies antérieures se ressemblaient. Toutes 2 avaient été victimes d'abus et de violences dans leur enfance, mais surtout, elles avaient toutes 2 une rage enfouie en elles qui les rendait capables de commettre des actes violents envers les autres. Quelque temps seulement après leur rencontre, Shirley et Cindy ont donc décidé de s'enfuir de la ville, mais pour cela, il leur fallait une voiture dont elles devaient assassiner le propriétaire. Leur dévolu a été jeté sur Anne Brackett, une vieille dame qui les a accueillis chez elle. Après l'avoir tuée, elles ont été arrêtées par la police, jugées et reconnues coupables de meurtre au premier degré. Depuis, Cindy Collier a été libérée en 1992 et Shirley Wolf en 1995. Les fusillades dans les écoles sont l'un des nombreux crimes qui sont perpétrés par des personnes jeunes, souvent mineures. Or, s'il y en a une qui est tristement célèbre aux États-Unis, c'est bien la fusillade du lycée de Columbine qui a eu lieu à Littleton, dans le Colorado, le 20 avril 1999. Derrière ce massacre, 2 élèves de dernière année d'enseignement secondaire dans cet établissement, Eric Harris et Dylan Klebold. Ces derniers avaient un tempérament colérique et violent qu'ils avaient dévoilé de leur vivant en commettant tout d'abord des délits. Mais leur violence se faisait remarquer aussi dans bien d'autres ouvrages, comme dans les sujets de leurs travaux scolaires par exemple. C'est ce trait comportemental qui les a motivés à planifier le massacre de leur propre établissement. C'est ainsi qu'ils ont décidé un jour de passer tous les 2 à l'acte, tuant 13 personnes et en blessant 24 autres avec des armes à feu avant de se donner la mort dans la bibliothèque. La fusillade du lycée de Columbine aura duré 49 minutes
mais elle restera à jamais inoubliable dans l'esprit des Américains. Voici une affaire criminelle qui a secoué tout le Royaume-Uni dans les années 90. Cela s'est passé exactement en février 1993 dans la ville de Bootle. John Venables, un enfant de 10 ans accompagné par son ami Robert Thompson, a enlevé un petit garçon de 2 ans nommé James Bulger, alors que ce dernier se trouvait dans un centre commercial avec sa mère. 2 jours plus tard, le corps du petit James a été retrouvé près d'une ligne de chemin de fer. L'enfant avait été torturé puis tué. Reconnus coupables de l'enlèvement et du meurtre du petit, James Robert Thompson et John Venables ont été détenus dans un établissement pour jeunes contrevenants, puis libérés en 2001 à l'âge de 18 ans et avec une nouvelle identité. Cependant, même libéré, John Venables a enchaîné d'autres mauvaises actions dont certaines étaient graves, ce qui lui a valu de retourner en prison. Robert Thompson, quant à lui, n'a plus jamais fait parler de lui après sa libération. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de tous ces enfants criminels? Avant de vous quitter, voici la réponse à la question du jour. L'écrivaine qui s'est fait connaître pour ses romans policiers est Agatha Christie. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison.